Gilbert Bribois. On a jusqu'à 2h du matin dans l'after après cette qualification magnifique du PSG ce soir face à Liverpool. Daniel Riolo est là, Jimmy Brown est là, Manu Petit est là, les drôles de l'âme tout à l'heure, la libre antenne dans une heure. Alors, on va faire l'évaluation, on va voir les réactions. Manu, dans ces 3 points, a fait d'ores et déjà du PSG un favori désormais, pourquoi pas à la victoire finale. Un favori. En même temps, c'est tellement PSG de se faire éliminer par Unai Emery, par Aston Villa au tour suivant peut-être. Quand je vois ce qu'ils démontrent ces dernières semaines, quand je vois ce qu'ils ont fait contre Liverpool, qui était quand même un des favoris dans ces compétitions, on finit quand même premier du championnat de la Champions League, leader incontestable de la Première Ligue, le championnat le plus dur au monde. Tu vas te qualifier chez eux. Tu te qualifies chez eux, sans rougir, en les regardant droit dans les yeux. Sur la 2 confrontations, tu es meilleur qu'eux. C'est difficile de dire qu'ils n'ont pas envoyé un message fort, là. Donc là, il n'y a plus de complexe. Autant la phase de poule, c'était t'envoyer 0 message. Autant là, t'envoyais un truc fort. Sur le favori chez lui. Quand même. Autant au début de saison, le message que tu envoies du Paris Saint-Germain en changeant ta politique sur les stars, en accent sur des jeunes, avec une mentalité où il n'y a pas que personne qui dépasse justement la tête du groupe. Sincèrement, le Paris, il va vachement vite à l'heure actuelle. Et je trouve que autant ils étaient dans la peau d'un outsider en début de saison, autant je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un outsider, quoi. Je veux dire, les grands d'Europe qui sont là, le Bayern, demain on va savoir ce qui va se passer entre les 2 Madrid. Mais à mon avis, il doit se dire, peut-être qu'on n'espérait pas que le Paris Saint-Germain soit à ce niveau-là aussi rapidement. Donc on est passé de la communication du mois de décembre. Franchement, c'est pas grave du tout si on sort pas de la phase de Ligue des Champions. Message relayé dans beaucoup de médias, notamment notamment le télégraphiste de Nasser, Jérôme Bretagne, disait c'est pas grave si on sort pas de la poule. Mais là, d'un coup, tu deviens favori. C'est formidable quand même. Il aurait été tellement mieux de pas prendre les gens pour des cons et de dire on a vraiment une bonne équipe, on a des ambitions. C'est pas un objectif principal du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont en construction totale avec un nouveau projet. On va te dire que vu ce qui se passe maintenant, c'était la bonne communication. Oui, pourquoi ce serait pour protéger le groupe, pour leur pression, c'est un groupe jeune. Oui, mais alors dans ces cas-là, si c'est une bonne communication, t'es pas obligé de la relayer comme un télégraphiste. Alors tu peux changer après en cours de route et dire maintenant, écoutez, maintenant on est là, maintenant on va aller au bout. Moi, on va voir les réactions. Moi, j'ai pas relayé parce que je savais que c'était dramatique de te faire sortir en phase de poule parce que t'avais une bonne équipe. Première réaction, et que t'as quand même 800 millions de budget. Faut rester calme quand même. Écoutez, Marquinhos, c'était sur Canal il y a quelques secondes. Ouais, quand t'es dehors, c'est très difficile, franchement. Sur le terrain, t'es là, tu fais les choses. Mais ça montre la valeur de l'équipe. On a fait un grand match, on a vraiment mérité cette qualification sur les 2 confrontations. Il n'y a pas poteau. Je pense que le foot, des fois, ils ne connaissent pas le mérite, mais aujourd'hui, je suis content que nous, on a passé parce qu'on méritait vraiment. Moi, j'aimais le 11 mars. Vous savez, le 11 mars, c'est Chelsea ici en Angleterre. C'est Dortmund aussi à chaque 5 ans. C'est une journée spéciale pour nous, je ne sais pas. Voilà, franchement, c'est venir ici, s'imposer ici avec une équipe qu'on a, une équipe très jeune, une des plus jeunes de cette Champions League. Je pense que le coach, le staff, tout le monde est en train de faire un super boulot et je suis très heureux aujourd'hui. On n'a pas de limite, mais il faut toujours s'améliorer. Comme on dit toujours, il ne faut pas s'arrêter là. C'est que la 8e de finale. Ce match pouvait très bien être une finale, mais c'est une 8e de finale. Il nous reste encore beaucoup de boulot. On va continuer à travailler. Déjà dimanche, il y a un super boulot à faire, Marseille à la maison. On n'a pas de temps, il faut se récupérer pour gagner le prochain match déjà. Voilà, garde ton 11 mars 2030, Jimmy. C'est ça, en termes de com, lui, il est nickel. Pourquoi 2030, j'ai pas compris. Tous les 5 ans, l'histoire des 2015, 2020, Dortmund et 2025, Liverpool. Ah oui, le monde. Ah d'accord, ok, pardon. La périodicité m'avait échappé, là, des 11 mars. Ça fait vraiment plaisir pour Marquinhos, qui a connu tellement de désillusions, lui, avec le PSG, de vivre enfin une soirée comme ça. C'est bien aussi pour les mérités. S'il y en a un qui peut être content si ça va loin, c'est lui, il a tellement morflé, le pauvre. Alors, reprenons un peu le fil du match. On va parler ensuite des choix de Luis Enrique. On va faire une évaluation. Manu, est-ce que tu as été étonné par le sang-froid parisien, même dans les moments difficiles, au deuxième mi-temps, oui, parce où que Liverpool avait pris le dessus? Ils sont pas nés hier, les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que Marquinhos dit, c'est on a eu un jeune, auditeur tout à l'heure de Toulouse, supporter du Paris Saint-Germain. Je n'étais pas d'accord avec lui parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas de grands joueurs au sein de cette équipe-là. S'il y a une vraie force collective, mais je trouve vraiment qu'il y a des jeunes joueurs qui sont partis, à mon sens, à leur âge, parmi les meilleurs au monde, dans leur position. Donc, ils ont une marge de progression encore extrêmement importante. Donc,
C'était quoi ta question déjà? Parce qu'en fait. Manu, minuit 5 et c'est passé les horaires. Ouais, je suis là depuis 17h en fait. Non, je te parlais du sang-froid et de la gestion du match. Bah, ils n'ont pas paniqué. Ils n'ont pas paniqué, ils ont fait preuve d'une maturité incroyable. Ouais. Mais même pendant la séance de pénalty, je veux dire, ils n'ont pas tremblé les garçons. Mais c'est surtout dans les temps forts de Liverpool, sur des moments vraiment chauds où ils ont subi des vagues. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont même essayé de ressortir les ballons, d'essayer de construire. Là où Liverpool, et là où j'étais pas d'accord avec Daniel la semaine dernière, qui me disait ils n'ont pas paniqué Liverpool la semaine dernière, ils faisaient que des chandelles. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. Là, Paris Saint-Germain, même sous pression, a toujours essayé de ressortir le ballon de derrière, a toujours essayé de trouver la brèche, le décalage au milieu de terrain. Même sous pression, ils n'ont jamais paniqué. Après, pour revenir à la semaine dernière, on peut aussi dire, on dit souvent que les décisions d'arbitrage s'équilibrent. Là, on peut dire que la réussite s'équilibre sur la double confrontation. Parce que quand même, tu as eu énormément l'arbitre a été nickel aujourd'hui. Oui, déjà d'une part. Et sur les occasions franches de Liverpool, il tape le poteau 2 fois. Tu as un premier quart d'heure de deuxième période où tu as Kvara qui sauve. Nuno Mendes en début de match fait un sauvetage. Il y a eu énormément d'occasions très franches pour Liverpool. Et là, la réussite a tourné de ton côté. Sur les 2 poteaux aussi. Oui, c'est ça. Ouais, mais réussite. Mais encore une fois, je pense qu'avant tout, il y a du mérite. Il y a du mérite d'avoir joué, d'avoir une envie de jouer en permanence. Ce qu'a dit Mani est très vrai. La volonté de contrôler le milieu de terrain, la progression des joueurs au milieu au PSG, elle est folle. Parce que moi, je me souviens de tous ceux qui disaient que Vitinha était une pipe quand il est arrivé, que c'était pas un bon joueur, qu'il ferait pas oublier Verratti. Jusqu'aux arrêts, c'est impressionnant. De l'année dernière à aujourd'hui, Vitinha, c'est même pas que c'est devenu un patron. Daniel te surprend encore après toutes ces années. Depuis qu'on fait l'after, ça fait pas depuis longtemps qu'on fait l'after ensemble. Oui Manu, dis-moi. On s'est quasiment jamais pris la tête tous les deux. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi et par rapport à ce que tu as dit la semaine dernière, justement, tu reprochais au Paris Saint-Germain le fait, et moi j'arrêtais pas d'insister, ça vous a même gonflé parce que tous les deux vous vouliez que je vous dise ce que vous aviez envie d'entendre. T'étais en boucle sur Alisson. Ah, sur Alisson. Oui, j'étais en boucle sur Alisson. Il y avait Spider-Man. On avait tous vu qu'il était super fort, Manu. Il manque un top joueur devant pour mettre les buts au fond. On avait tous vu qu'il avait fait un énorme match quand même. Justement, on peut savoir, ce soir, Liverpool a eu un nombre, pas mal d'occasions également. Il y a quand même des top joueurs du côté de Liverpool. Comment tu l'expliques? Comment vous l'expliquez ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Je comprends pas en quoi tu es en désaccord avec moi. Non, je veux dire par là, tu dis qu'il y a eu un petit peu de chance. Des fois, il faut reconnaître aussi la qualité des joueurs qu'il y a sur le terrain. Mais on n'avait pas dit que Alisson Becker avait pas... On a tous vu qu'il avait été extraordinaire. Oui. C'était en fait, résumer le match uniquement à sa performance. Il a des défenseurs, il a des joueurs qui, c'est vrai qu'ils ont eu un mal fou, mais ils ont quand même essayé de se battre. Ils ont eu des occasions. Il y a eu des grands joueurs du côté de Liverpool. C'est ça que moi j'arrive pas à comprendre en fait par rapport à pour le coup, j'ai trouvé ce soir que Liverpool a affiché effectivement un autre visage. Ça, on pouvait s'y attendre. Ils ont essayé de mettre du pressing par séquence. Ils ont causé. On parle de Mo Salah quand même qui lutte pour le ballon. On va y venir. Oui. Sur les 2 matchs, on ne l'a quasiment pas vu. De tout ce qu'on voit du PSG depuis le début de la saison, on va dire que c'est peut-être ce soir qu'ils ont été mis le plus en difficulté. Parce que depuis 2 mois, c'est la balade totale. Il n'y a personne qui les inquiète. Si t'enlèves Arsenal, le Bayern au début de. C'est vrai, t'as raison. Donc c'est en tout cas en Ligue des Champions qu'ils ont pu croiser des équipes plus fortes qui les ont emmerdés. Mais la période dont tu parles, on va dire bon. Peut-être que le PSG n'était pas encore en rodage, peut-être qu'ils n'étaient pas encore au top. Il y a eu ce fameux déclic qui a tout emporté au début de l'année 2025. Bon, malgré tout ce soir, et ça en dit peut-être également, ça dit des choses sur ce qui va se passer maintenant, parce que ça n'est qu'un 8e de finale, même s'il est fantastique. Il y a un quart, il y a 2 matchs, il y a encore la demi-finale. Maintenant, logiquement, le PSG va rencontrer des grands joueurs, des équipes capables de lui faire mal, capables de mettre des séquences de pressing. Mais je pense 2-0 à Liverpool. Hein. Mais je pense... oui, bien sûr. Mais je pense que le PSG, moi, a montré, j'ai dit hier soir que maintenant j'étais à peu près convaincu de ce qu'ils étaient capables de faire. Il n'y a plus la théorie de l'interrupteur. Est-ce qu'ils sont capables de machin? Non, ils le sont, on l'a vu. Donc je pense que toutes les équipes qui vont maintenant être face à elles sont des très bonnes équipes, mais je pense que le PSG a les moyens de rivaliser. On disait pas ça tout le temps avant. Alors, on se demandait tout le temps, oui, non. En tout cas, mentalement, sûr que oui maintenant. Fabrice Hawkins, c'est dans les coursives du stade à Liverpool. Fabrice, tu es auprès des joueurs là. Raconte-nous un peu ce que tu as vu et ce qui s'est dit. Effectivement.
Ils sont très contents, ils sont passés devant nous, tout sourire, bras dessus, bras dessous, avec le président Nasser El-Khelaifi, évidemment, vraiment très très content, avec le sentiment du devoir accompli. On a ensuite vu devant le vestiaire du Paris Saint-Germain, Virgil van Dijk, le capitaine de Liverpool, échanger avec le président du Paris Saint-Germain. Ils sont encore en train de passer, je regarde un petit peu les têtes. Il y a Gana Gueye, tiens, qui est là, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui va peut-être rentrer dans le vestiaire du club de la capitale. En tout cas, il en prend la direction. Ils sont vraiment très 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 heureux. Ça fait très longtemps qu'on ne les avait pas vus aussi heureux après une victoire et donc une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut considérer... Fabrice, on te retrouve tout à l'heure. Hein. Dès qu'il se passe un truc, t'es le bienvenu jusqu'à 2h du matin, bien sûr. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je me rappelle de pas mal de personnes sur certains plateaux qui disaient si se qualifie à Anfield, ça sera un exploit. Est-ce qu'on peut considérer la qualification comme un exploit ce soir au regard des deux matchs? Non, elle est logique. Non, mais ça reste un exploit parce qu'a priori Liverpool sur ce qu'il le jeu produit pas. Oui, voilà, il y a une logique sur le jeu que tu as vu. Maintenant, ça reste quand même une sacrée performance de sortir Liverpool de cette façon. Pour moi, ils étaient super. Un club français qui sort le premier de première ligue, Manu, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Mais exploit, le truc, c'est comment tu le qualifies. Exploit, c'est souvent quand tu parles du petit qui bat le gros. C'est souvent comme ça que tu dis exploit en Coupe de France, c'est un exploit. Supérieur à Liverpool sur les deux matchs, on peut pas. Maintenant, le PSG reste l'équipe qui a le plus de moyens dans le football européen, plus gros budget, plus grosse masse salariale, tous les chiffres le disent. Donc, de ce point de vue-là, politique, économique, ça n'est pas un exploit. Mais comme cette équipe n'avait pas un grand passé, qu'elle a été quand même reconstruite depuis 1 an et demi, 2 ans, la performance, elle est, moi je trouve, extraordinaire. Je trouve que c'est une performance extraordinaire quand même. Est-ce que, pour revenir au jeu là, est-ce que c'est au milieu de terrain que ça s'est passé? Est-ce que c'est la triplette du milieu là qui défensivement par aussi, sa maîtrise a fait la différence ce soir, Manu? Il y a des garçons qui ont sorti des grosses performances ce soir en défense, mais je dirais, encore une fois, j'ai du mal à sortir 1, 2, voire 3 d'individualité parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe, une âme d'équipe en fait qui ressort à chaque fois. C'est l'impression que j'ai eu aussi en match aller, c'est l'impression que maintenant de cette équipe ces dernières semaines. C'est l'impression, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'existait pas au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années. On ne parlait que des individualités, que des stars. Aujourd'hui, quand moi je parle et je pense de Paris Saint-Germain, je pense à une équipe, à une vraie équipe, quoi. Alors après, il y a des joueurs qui la composent. Le milieu de terrain ce soir a été très très bon, mais il n'y a pas que. Mais c'est vrai que pour que l'attaque et le milieu et la défense se comporte plutôt bien, il faut vraiment on dit souvent que les matchs, c'est pour ça que je suis pas d'accord souvent avec les gens quand ils disent ouais on gagne les matchs grâce à un grand gardien et un grand attaquant. Non, moi j'ai toujours considéré que les matchs tu les gagnais au milieu. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que si tu gagnes ton milieu de terrain, tu coupes entre la défense et l'attaque. Le milieu de terrain, effectivement, tu peux parler de Vitinha et de Joao Neves, joueurs qui sont venus au club, qui au début, moins pour Neves que pour Vitinha, mais ont laissé beaucoup de gens sceptiques. La façon qu'a aujourd'hui de maîtriser le milieu de terrain Vitinha, c'est très impressionnant, vraiment très impressionnant. Il a fait un match énorme. Ruiz, c'est toujours pareil, c'est toujours celui qui est un peu en dessous. Bon, il a quand même beaucoup bossé ce soir. Après, c'est sûr, tu as toujours l'impression que si tu en avais le troisième un peu plus haut de gamme, alors là, tu as un milieu béton armé. Il fait une bonne entrée en prolongation. Oui, il fait une bonne entrée. C'est pas inintéressant de voir Kvaratskhelia jouer dans cette position-là au milieu avec les deux. Il est fort devant. Quand tu seras complètement, je vais te dire, quand tu vas oser complètement et que tu auras une audace à 100%, envoie Doué au milieu. Plus doué que Kvara, je pense. Là, ça m'a envoyé du lourd. Mais c'est risqué, mais bon. Un attaquant de pointe, enfin, c'est mon avis. Hein. Tiens, vous qui êtes ici, là, si un supporter du PSG qui est dans le public veut prendre la parole, venez, le micro est là. Hein, donc sur le chat, évidemment, c'est le feu, Gilbert. Hein, sur le chat, c'est le feu. Évidemment, tout le monde accorde un énorme crédit à Luis Enrique suite à la qualification. Et tout le monde veut entendre l'hommage de Daniel à Luis Enrique après cette qualification. Je le garde pendant quelques minutes, afin que vous restiez. Qui vient là? Tiens, allez. Bonsoir. 1, 2. Est-ce qu'il marche? Oui, il marche ce micro. 1, 2, 1, 2. Ok. Bonsoir. Ton prénom? Christian. Christian, supporter parisien? Bien sûr. Bon, sinon, il ne serait pas là. Alors, on ne sait pas. Attends, il y a un supporter marseillais, un supporter de Liverpool pendant le match. Ils sont là. Ben voilà. Bon, dans ton panthéon des émotions de ton club, là, on est où ce soir là? C'était une grosse soirée, mais c'était un 8e de finale. Donc, on va se calmer. Très content pour la victoire de ce soir. Un bon Paris Saint-Germain.
un peu d'accord avec les analyses qu'on a entendues ce soir de la part de Jimmy, Daniel et Manu. Très bon milieu de terrain. Vitinha, Neves, franchement top. Quelques joueurs en dessous quand même. Hein. Bon, on n'allait pas retrouver le même Liverpool que le match aller. Quelques joueurs en dessous, tu penses à qui? Barcola? Ouais. Ça, c'est peut-être un point sur lequel on peut porter un jugement sur le choix, faire démarrer Doué ou faire démarrer Barcola. Eh ben, en fait, Daniel, là où je me posais la question, c'est est-ce que Barcola sera meilleur en débutant un match ou en entrant en cours de match? Ça, je sais pas. Moi, je suis partisan de mettre ta meilleure équipe. Alors que Doué, moi, je suis partisan de mettre ta meilleure équipe tout de suite. Doué sur ce qu'il montre. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu, je l'ai toujours dit, qu'il est meilleur que Barcola. C'est un meilleur footballeur. C'est un joueur qui me plaît. Et la seule question qui se posait, pour lui, c'était tu passes de Rennes au PSG. Est-ce que ton talent, on va le voir, ou est-ce que tu vas te perdre parce que mentalement, tu vas pas y arriver? Mais en termes de rapport au ballon, de joueur de foot, Doué, il est au-dessus. Ouais, est-ce que sur le côté de discipline, par rapport à ce que demande Luis Enrique, Barcola, il fait quand même énormément d'efforts. Et en plus, je pense que Doué aussi, il est capable. Offensivement, Barcola, il n'a pas été top, mais défensivement, il a fait les efforts. Oui, ça oui, mais de toute façon, ils le font tous. L'entrée de Doué, techniquement, il a du ballon, et je pense que ça a fait du bien. T'as vu le culot qu'il a? Ouais, franchement, il a fait du bien, sa rentrée en fait du bien, et je pense que sa rentrée était plus prolifique que si Barcola avait rentré. Je sais pas, savoir si c'est mieux quand il rentre pas, j'en sais rien. Mais moi, je le mettrais au début. Moi, Doué, il doit devenir titulaire dans cette équipe. Il est très fort. Mendes, Pacho, axe gauche. Les deux matchs de Mendes défensivement, à l'aller au retour. Sauf l'erreur sur le but. Il sauve un but à un moment donné quand il tacle. Il sauve au début de match. C'est ça. Hakimi, donc là, pour conclure, tu dis maintenant j'attends la suite. Oui, alors supporter parisien de très longue date, un éventuel quart de finale contre Aston Villa, Asensio, Unai Emery. Asensio, je l'avais oublié, mince. En tout cas, il est fait le match. On sait que c'est Aston Villa, ils ont gagné à l'aller. Ils sont en train de revivre. Ils sont qualifiés à l'extérieur, ils sont très bien partis. Je pense qu'ils sont quand même qualifiés. C'est bon, c'est PSG Aston Villa. J'espère que improbable match, Aston Villa. Attends, Mbappé en demi? Je sais pas. On passe une bonne soirée, c'est toi aussi qui vient nous parler des Mbappé. On passe une super soirée qui est écrit comme ça. Ça va, tu vas pas perdre tout le temps contre le Real. Limite, moi j'ai envie que ça se fasse. Tu vas pas tout le temps perdre. À un moment, ça va tourner. J'attends ça va tourner quand même. L'Atlético peut faire quelque chose, mais c'est vrai que s'il y a un éventuel Real Paris en demi, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. L'ambiance même au parc. Je sais pas quelle ambiance, quelle réception. On va pas trop se projeter, mais le quart de finale, retour à l'extérieur. En revanche, demi-finale. Si demi-finale il y a, ce sera retour au Parc des Princes. Ah oui, le retour, c'est à Birmingham. C'est à Villa Park, le match retour du quart de finale. Avant l'évaluation, dans tes 3 points, il y avait Luis Enrique. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Manu, ce soir, sur Luis Enrique? On t'écoute. Autant, alors j'ai pas été aussi critique que certains. Je l'ai critiqué plus en fait sur l'image qu'il dégageait et aussi des fois le schéma illisible qu'on pouvait voir dans ses compos, dans ses changements de 11 et tout. Mais en fait, il était dans un temps d'adaptation, il essayait de comprendre réellement ses joueurs, qu'est-ce qu'il pouvait en tirer de meilleur en fait sur les positionnements tactiques. Il a essayé pas mal de choses, mais c'est surtout dans sa communication que je l'aimais pas. J'aimais pas non plus ce qu'il dégageait. Là, tu parles de Luis Enrique de l'automne, là. Oui, sur les premiers mois en fait, il avait un côté détestable aussi. Il s'est permis aussi certaines sorties qui pour moi étaient outrancières pour certaines personnes, certains journalistes. Mais je trouve que en fait, alors ils sont qu'en quart de finale, mais ce qu'ils ont fait par rapport à la progression qu'ils affichent depuis pas mal de semaines, où c'est cohérent en fait depuis tellement de semaines, ça monte en puissance. Et quand tu vois individuellement cette équipe, comment les jeunes, quand tu vois la marge de progression qu'ils peuvent avoir tous ensemble, collectivement, individuellement. Le projet qui est en train de s'installer depuis l'été dernier du côté du Paris Saint-Germain, je me dis, mais en fait, ils sont en train de gagner leur pari. Et qui est à la tête de ce pari? C'est Luis Enrique. Et j'en reviens toujours, en fait. Il y a quand même un mec qui a fait venir deux Portugais qui sont très forts au milieu de terrain que personne ne connaissait. Mais justement, on les connaissait, mais on ne pensait pas qu'ils auraient ce niveau. Parce que c'est quand même un gars que le PSG est en train de mettre dehors. J'espère en fait que les histoires qui concernent Nasser Khelaïfi ne viendront pas perturber tout ça, en fait. Il y a une espèce de sérénité que j'ai rarement vue affichée du côté du Paris Saint-Germain, à la fois sur le plan sportif, mais aussi sur l'image que dégage le Paris Saint-Germain.
ces dernières années, c'était souvent turbulence, quoi. C'était souvent l'ego des joueurs, les problèmes, l'élimination à chaque fois au mois de février, des histoires, en veux-tu, en voilà. Il y avait qu'à se pencher, ils n'avaient même pas besoin de nous pour en créer. Ils s'en créaient tout seuls des histoires. Et là, je trouve que c'est un PSG. Le PSG est assez fascinant pour ça depuis les années. Oui, et qui est responsable de ça en dehors? Je pense que c'est Luis Enrique, quoi, et son staff. C'est lui qui a posé le cadre, en fait. Sur la gestion des joueurs aussi, Manu Noranta a toujours des blessés importants à cette période de l'année. Il a été dur, il a eu un management dur. Des fois, on a eu du mal à le comprendre. Tu vois, même les joueurs, des fois, ils ont eu du mal à le capter. Mais quand je vois la célébration de Luis Enrique à la fin du match, comment il saute dans les bras volontiers dans les bras des joueurs, et c'est réciproque, je me dis que voilà, je crois qu'on est beaucoup à lui devoir des excuses. Daniel, sur Luis Enrique. Manu a dit beaucoup de choses et je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit. Sur la communication, je ne changerai pas mon point de vue, même si lui, en tout cas, a beaucoup changé, puisqu'il ne parle plus du tout de la même façon. Il s'exprime en français ce soir sur Canal. En plus. Voilà. Donc il y a quand même une première. Il y a quand même des choses qui sont assez incroyables et qui ne sont pas le fait du hasard, selon moi. C'est-à-dire, une personne a également le droit de changer. Je pense que, vu ce qui se passe depuis 2 mois et le point de rupture qu'il avait atteint à l'automne, ou même dans le vestiaire, c'était tendu à ce moment-là, tous nos reporters à RMC avaient relayé ça, et nous également dans l'after. Il y a des moments comme ça dans une saison qui peuvent être des tournants, des virages, des clashs. City a été un tournant. Des clashs qui servent finalement à remettre tout le monde dans le droit chemin. Visiblement, ça a été le cas au-delà même de tout ce qu'on pouvait imaginer, et notamment le soir de City, ça s'est vu sur le terrain, avec une prise en consistance de tout le monde. Pour le reste, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais dit dès le départ, quand il est arrivé, ce gars-là, il peut offrir des joies incroyables, parce que la façon qu'il a de faire jouer ses équipes, c'est toujours bien. Mais il y a toujours une ou deux dingueries qui finissent par vous laisser un goût dans la bouche complètement dingo. Comme Pep Guardiola, à un moment donné, il essaie d'imaginer un truc. Exactement. L'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Cette année, la phase de poule, c'est ce qui s'est passé. Mais on est quand même passé pas loin de la porte quand même dans la phase de poule, avec des résultats qui étaient improbables et des choix dans des équipes que personne ne comprenait. Il expérimentait, il connaissait pas encore bien ses joueurs, je pense. Expérimenter quand tu fais certaines Manu, choses, il faut se souvenir qu'avant City, t'es au bord de l'élimination quand même. Je suis d'accord. Tu sais ce qui se disait en décembre à l'intérieur du club? On était en train de préparer. Bon, comment on fera si jamais on se fait éliminer? Ça a été un scénario réellement envisagé, l'élimination. C'est pour ça qu'on faisait passer auprès de certains médias le message de c'est pas grave, on travaillait sur la com. Tu crois que c'est pourquoi que tu entendais ce message-là relayé par certains dans les médias? C'est parce que la communication du PSG rentrait dans la tête de certaines personnes en disant c'est pas grave, on sort pas. Il y avait énormément de doutes. Je pense que l'année dernière, c'était pourri avec l'histoire qu'il y avait entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Oui, ils se sont tous mis dedans là-dessus. Voilà. Ils sont tous mis dedans. Mais il y avait quand même dirigeant en premier. Hein. Mais t'avais. Ça, tu fais quand même demi-finale. Mais t'avais quand même moyen d'aller. Regarde, t'es quand même sur la demi contre Dortmund. J'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être mieux à faire et que certains choix étaient contestables. L'évolution, on a parlé des 6 premiers mois difficiles où tout le monde était circonspect. Bon, après, tous ceux qui relaient les informations PSG, il y en a beaucoup, trouvaient toujours que tout était formidable. C'était pas notre cas. Aujourd'hui, tout semble formidable. On va pas s'emballer à dire ils vont la gagner parce qu'on l'a quand même dit à d'autres moments. C'est souvent revenu cette histoire-là. Donc on va rester tranquille. Il y a un quart de finale. Évidemment que tout le monde va dire que c'est à la portée du PSG de jouer à Aston Villa. Forcément, tout le monde va dire ça. C'est une équipe que les experts de Première Ligue connaissent. Tout le monde les voit inférieurs à Liverpool. Tu as battu Liverpool. Donc forcément, tu vas être le favori de ce match. Tu ne peux pas faire cette erreur-là. Tu vas être le favori de ce match-là. Après, il y a encore des bonnes équipes, mais tu ne vas pas forcément les croiser. Sur Luis Enrique, donc on enterre Jiffy. Mais Jiffy, il le fait plus. Il le fait plus. Regarde, si tu prends ce soir. L'inventeur, quoi, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il Jiffy, les idées de génie. C'est Daniel. Les idées de génie. Comme ça, à un moment donné. Les gars, il est minuit 26. Faut le garder avec nous. Tu m'aurais dit Géo trouve tout. Secouez-moi, Géo trouve tout, c'était avant. C'est le dérivé. Mais il y a plus. Moi, je suis de l'époque d'avant, moi. Voilà. Il y a plus les. Non, c'est moi qui disais ça avant. Il y a plus les trucs. Regarde, maintenant tout est clair. Il met même du temps à changer. Il a son équipe. Il démarre. Enfin, c'est un truc de fou. Il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière. Ça n'existait pas. Kang In-lee, il est devenu quoi? À chaque fois, on était là, on disait. Oh merde, il y a Kang In-lee qui joue. Il y a. C'est comme ça la compo, mais pourquoi c'est comme ça? Mais vous avez oublié quand même, pendant 1 an et demi, nos reporters se cassaient la tête pour trouver. C'était un jeu. D'accord, mais trouver la compo. C'était un jeu. C'est grâce à ces essais qu'il en est arrivé là. Arrête, Jimmy, arrête de croire ça. Il a trouvé son arrête, c'est pas les essais. S'il y avait des essais qui avaient permis d'arriver à ça. Dembélé. L'équipe.
Dembélé avant-centre, ok. Ouais, bon, ça change la phase de ton équipe. Il y a quand même d'autres mecs qui ont trouvé ce genre de choses-là. Dembélé, la vérité, c'est que ce mec-là, c'est ça, il a eu une révolution. Alors ça, je veux bien accepter que ce soit l'entraîneur qui l'ait fait. Ça oui, pas tant le poste, la tête. Dembélé, c'était un mec qui ratait tout. Un mec qui finissait pas un match. C'est un mec qui avait des crampes parfois à la 70e parce qu'il n'était pas préparé physiquement. Il était cuit. Il avait une mentalité que tout le monde critiquait. On se souvient des matchs en équipe de France avec Dembélé. Moi, je te dis que ce soir, qu'il joue sur le côté, qu'il joue au milieu, parce que ce soir, il a joué au milieu. Il a fait relayeur beaucoup plus qu'attaquant. La façon dont ce joueur a été transformé. Ça oui, ça je trouve que c'est formidable. C'est ma meilleure décision de cette saison, c'est de ne pas l'avoir amené à Londres pour jouer Arsenal. Tiens, qui veut nous parler de Luis Enrique là dans le public là? Faites pas les timides, hein. Venez nous voir. Oh les mecs, vous dégonflez tous ou quoi? Allez, Christophe. C'est Christophe, c'est ça, hein? Christophe. Salut Christophe. Bonsoir. Bon, sur Luis Enrique là, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir, toi? En fait, c'est vrai qu'il a été énormément critiqué. Et moi, je rejoins Daniel. C'est vrai que ça paraît dingue, mais Daniel l'a souvent dit. Et faire jouer les joueurs à leur meilleur poste, ça paraît la meilleure idée. Et en fait, c'est ce qu'il fait maintenant. En fait. Ça, faire 1 an et demi de test pour arriver à ça, je vois pas vraiment. Effectivement, je pense que par contre, il a, dans le mental, il a dû leur apporter quelque chose, voilà, dans le mental, dans l'état d'esprit. Plus que vraiment dans le... Mais il a un préparateur, voilà. C'est un truc que le club n'a jamais eu, parce que dans le foot, on l'a souvent dit, on a fait des émissions là-dessus, l'apport mental, c'est souvent un peu refusé par le milieu du football, parce que un préparateur, pourquoi... Non, mais je suis pas d'accord avec vous, je suis désolé. Hein. Mentalement, tu les trouves pas beaucoup plus forts qu'avant? De faire jouer les joueurs à leur poste de prédilection, il n'y a pas de souci, je suis le premier convaincu, sauf que Dembélé, on a la preuve. Oui, lui... Peut-être qu'on mais lui, on n'a jamais son poste de prédilection. Mais lui, on n'a jamais réellement su. Mais lui, on n'a jamais. Ne savait pas quel était son poste. Mais nous, on a même lui, il savait même pas avec quel pied il jouait. On savait même pas avec quel pied il jouait. D'accord, mais bon, c'est quand même ça aussi pareil. La position de Vitinha qu'il a reculé, tu vois, il était 8, il a mis 6. Exactement. Mais Vitinha, je le trouve extraordinaire en 6, mais en 8, je suis sûr qu'il serait également extraordinaire. J'ai aucun problème à dire ça. Au milieu de terrain, ce gars-là, il a mis le pied au PSG. J'ai tout de suite dit, ce gars-là, vous parlerez plus de Verratti dans 2 semaines. Vitinha, c'est un gars, j'ai toujours kiffé ce mec. Et Neves, pareil. C'est Enrique de faire jouer Dembélé avant-centre. Tout le monde le voyait sur les côtés. Tout le monde se plaignait de son manque d'efficacité. Tuer des pigeons, en veux-tu, en voilà, à chaque fois. Et là, il fait preuve d'une efficacité incroyable. Je veux dire, il y a plein de choses qu'il a essayé de mettre en place. Ça prend du temps pour un entraîneur. En plus, c'est pas facile quand tu entraînes le Paris Saint-Germain. Tu es sous critique en permanence. Tu te fais dézinguer dès qu'il y a quelque chose qui te plaît pas. C'est comme ça dans les grands clubs. Donc, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que l'équipe, elle est très jeune. Quand tu regardes toutes les équipes en Champions League aujourd'hui, putain, c'est peut-être l'équipe. Oui, c'est une des équipes la plus jeune aujourd'hui. Oui, mais sauf que Manu, maintenant, elle joue simplement dans un schéma qu'on comprend. Les permutations. Alors, on me dit le mouvement perpétuel. Évidemment qu'il y a un mouvement, on le voit bien, on n'est pas aveugle, on le voit. Mais tu auras quand même remarqué qu'on le voit beaucoup plus en Ligue 1 où l'adversité est faible, et tu l'as vu un peu moins ce soir quand même. Un peu moins. Oui, mais toutes les grandes équipes font ça. Toutes les grandes équipes font ça. Ils ont sans cesse permis les trois. Oui, les trois de devant. Donc, vous pouvez comprendre que Luis Enrique a essayé à maintes reprises des schémas tactiques différents, justement pour leur inculquer cette capacité justement à être interchangeable. Christophe, tu veux rajouter un truc? Ouais, en tout cas, moi, la seule chose, c'est que c'est beau, c'est vrai qu'on commente. La seule chose vraie, c'est que les joueurs, ce soir, ils étaient en communion avec lui. Et ça prouve qu'à l'intérieur, il y a eu quelque chose, en fait. Les joueurs, ils sont avec l'entraîneur, ils vont le suivre. Et il a su inculquer quelque chose malgré tout. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, la réaction de ce soir, elle n'était pas surjouée. Elle était là, en fait. Moi, je mets en 1 l'intensité, que cette équipe ait ce physique-là, qu'elle soit capable de maintenir une telle intensité, qui sert une technique, parce qu'il n'y a que des joueurs techniques. Qui à mettre au crédit de son staff aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs techniques. Ça effectivement. D'avoir une équipe pendant des années, on regardait le PSG, même l'année dernière, il dépassait rarement 110 km, machin, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. Ce standard d'effort, ça oui, c'est une exigence qu'il n'y avait pas dans ce club avant, qui est présente maintenant. Écoutez Luis Enrique en français. C'est une première. C'était sur Canal il y a quelques instants. Va bien. C'est parti. Un très bon fête. Eh bien, je ne sais pas quoi dire en vérité. Mais je suis très content parce qu'on a montré que sont une vraie équipe. C'est quelque chose qu'on va dire il y a beaucoup de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, avec nos supporters, c'était un très bon match et on est fiers
de ser une vraie équipe. C'est le début de... Si, je pense que c'est notre mentalité d'être meilleur. Aujourd'hui, c'est un match très difficile parce qu'ils sont une très bonne équipe, ils sont pressionnés beaucoup et c'était difficile de maintenir les ballons, mais je pense qu'avec la mentalité, la personnalité et surtout Gigio, on doit penser à rester, récupérer et raudir de la fête. Voilà, et un mot pour Donnarumma. Non, mais est-ce qu'on se rend compte quand même de l'évolution du personnage? Bah oui. On se rend compte entre ce que tu disais tout à l'heure, le mépris, l'arrogance affichée en novembre. Franchement, je commence à quand même. Pourtant, c'est mon ancien partenaire à Barcelone. Ah oui, tu l'aimais pas déjà, non? Pas trop, non. Mais pas grand monde l'aime en fait. Mais il a le droit de se faire aimer. Là, je commence à l'aimer vraiment. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, ça devait être en décembre. Je parlais à quelqu'un de la com du club et il me disait ouais, mais t'aimes pas Luis Enrique, t'es tout le temps et tout. Je dis est-ce que ça enlèvera de ses qualités? Dans ce qu'il sait faire, ça veut dire faire bien jouer ses équipes depuis toujours. Est-ce que ça lui enlèvera quelque chose de communiquer correctement? De l'Espagne quand même, c'était chiant à regarder quoi. Je veux dire, c'était la baballe, on s'ennuyait. Il a quand même des principes de jeu qui sont emballants globalement. Ses équipes essayent toujours de jouer. Je disais, est-ce que ça lui enlève quelque chose à ses idées de traiter correctement les gens, de parler correctement avec les gens? Est-ce que pour l'image du PSG, vous pensez que c'est bien d'avoir un coach qui parle de cette façon, qui rabroue une journaliste, machin? Cette personne, en l'occurrence, m'a dit oui, là-dessus, tu as raison. Et on essaiera de lui en parler. C'est pas simple, mais on va essayer de lui en parler. Résultat, moi je note quand même qu'on lui en a parlé. Maintenant, il sourit. J'avais jamais vu ça depuis son arrivée. C'est quand même pas sorcier, putain. Sur les distances parcourues, ça a joué évidemment 120 minutes, 148 km pour le PSG, 146, donc ils ont un peu plus couru que Liverpool. Combien 148 km. Oui, mais c'est la prolongation. Ah oui, 120 minutes avec la prolongation. Sur les 90 minutes, combien t'as? Sur les 90 minutes, c'est pas précis sur le site parce du UEFA. Parce que tu dois être à 120, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il faut se à la fin, ouais. Il y a 2 km d'écart. Franchement, c'est un truc. Ça, c'est un truc de performance d'équipe qui va loin. Il est minuit 35. Nous sommes toujours là dans le grand studio de RMC en public ce soir avec vous tous. Manu Petit, Jimmy Brown et Daniel Riolo. Jimmy, oui. Je suis assailli de messages de Flo Gautreau depuis tout à l'heure. Luis Enrique a tout fait, les gars. Hakimi est meilleur. Lui, il défend Luis Enrique depuis un an et demi. Donc là, c'est son heure de gloire. Il les fait monter. Dembélé, bien sûr. Le mental de tous. La causerie encore sur le terrain. Mais eux, ils sont entrés en dévotion. Donc, ils savaient tout depuis le départ. Ils sont formidables. Et pareil sur Mbappé. Depuis le départ, ils savent. Ils sont forts. Il a ses disciples. Il va mettre un taquet. Dans le micro, Manu. Non, je me suis dit, Daniel, il était parti, mais en fait, il est revenu là. Bing. Mais je suis pas parti, je suis pas bougé, j'étais là, moi. Bon, évaluation. Eux, ils sont la secte des Raéliens, c'est ceux qui voient avant. Ils sont formidables. Même la com l'emmerdait pas. David Vincent l'avait prédit. L'homme du match, c'est Donnarumma. Ah là, ce soir, c'est difficile de donner quelqu'un d'autre. C'est lui qui les qualifie. Vu la séance de tir au but, Daniel. Non, moi, sur les deux matchs, tu veux dire? Tu mets Vitinha ou Dembélé? Sur le match. Moi, je mets le milieu de terrain et je mets en avant Vitinha et Dembélé, ouais. Je t'aimais vraiment, moi. Moi, j'ai trouvé Nuno énormissime. Moi, Nuno Mendes, Vitinha, je les ai trouvés énormes. Mais moi, je pense que sans Dembélé, tu ressors pas tous ces ballons, t'as pas ce poids devant, t'as pas cette menace permanente, et tu finis par le prendre ton but. Non, mais Daniel, Nuno Mendes. Donnarumma a réussi des sorties aujourd'hui. Nuno Mendes, si on parle des deux matchs, alors Vitinha, il a été énorme sur les deux matchs, mais Nuno Mendes, il a éteint Mohamed Salah sur les deux matchs, quoi. On l'a pas vu, le gars. Et en plus, il était là. Aussi. Exactement. Ouais. Donc le gars qui t'a le plus impressionné ce soir, c'est Nuno Mendes. Moi, je pensais pas que Nuno Mendes était capable de ce genre de performance face à un top joueur comme ça. Comment t'expliques ça? Sa période, elle est pas bonne. Et Hakimi de l'autre côté. Il monte en puissance, Hakimi. A été moins. Il trouvait bien meilleur dans la deuxième partie du match. Moins actif, quoi. Mais en première période, les 15 premières minutes. C'est un peu miraculeux s'ils ne prennent pas un but sur les 2 ou 3 premières minutes. Hein. La pression était telle, c'était incroyable. Les vagues, ils perdaient tous les duels, ils étaient sur reculage. J'avais l'impression de voir Liverpool au Parc des Princes la semaine dernière. Bon, donc Nuno Mendes dans les meilleurs. Bon, Donnarumma forcément décisif ce soir. Nuno Mendes qui voulait partir en mercato d'hiver. Il voulait partir, il n'était pas content, pas content de son traitement, pas content de ce qu'il vivait au club. Contre, il voulait partir. Le gars est resté et il est excellent. Daniel, il y en a un qui doit se poser des questions à l'heure actuelle, qui est sur le banc. Qui ça? Un mec qui joue en équipe de France. Lucas Hernandez.
Ah, mais depuis sa blessure, mais Lucas Hernandez, il est blessé. Je pense qu'il est dur de déloger. Ça va être dur de déloger Mendes. Là maintenant, il va plus le déloger. Maintenant, c'est un remplaçant. Lucas Hernandez, il est content. Il revient de blessure. Il a un gros salaire. Il est au PSG. Tout va bien. Alors sur Dembélé, quand même. Il va pas faire la gueule, t'inquiète. Effectivement, Dembélé a été très bon. Il y a juste un truc, c'est que tu vois que quand il a sa tendance à dézonner, il pourrait, avec un peu d'intelligence de placement, sans doute être plus décisif dans l'axe, sur les centres. C'était le cas en deuxième mi-temps la semaine dernière. Là, sur la fin aussi, il y a 2-3 centres. Le but vient comme ça aussi. Barcola lui met, il est là au bon moment, il passe devant Konaté, il arrive à marquer. Là, tu te dis, mais t'es neuf, mon gars, viens là où il faut que tu sois. Là. Mais c'est la consigne, tu vois bien. Le dézonage, Gilbert, le dézonage de Dembélé sur le but, c'est lui qui décroche. Qui décroche Jimmy. Et en plus, il est à la finition. Bon, donc on lui reproche pas de pas être à l'arrivée de certains centres alors qu'il devrait y être. Déjà, la semaine dernière, tu voulais lui reprocher le fait de rater des tirs. Il fait un bon match. Non mais de toute façon, à partir du moment où tu mets, on a le droit quand même de. À partir du moment où tu mets un 9 de cette nature, déjà son bilan en termes de buts, il est assez dingue parce que jamais il avait mis autant de buts. Donc quand tu mets un 9 de cette nature et qui décroche à ce point, évidemment que ça ne va pas être un 9 traditionnel qui va attendre un petit peu devant. Bon, même si aujourd'hui tous les 9 décrochent, même Lewandowski décroche beaucoup, participe au jeu, Harry Kane le fait, tous les 9 font ça. On va dire que Dembélé le fait un peu plus que les autres, surtout quand tu es dominé ou face à une équipe qui joue à la maison comme Liverpool qui t'impose des séquences de pressing importantes. Il est venu aider au milieu de terrain et il a été extrêmement important. Il est en pleine confiance. Tout ce qu'il fait, c'est... Je vois même pas ce soir un truc qu'il a raté vraiment, quoi. Alors oui, il a cette occasion, il rate une occasion et tout, mais globalement, il participe au jeu de façon toujours très positive. Il est très positif. Et puis les efforts aussi dans le pressing. Mais les efforts, mais il a jamais autant couru de sa vie. C'est un mec qui finissait avec des crampes. Les autres ne le suivaient pas, il courait à chaque fois. Je le voyais au Barça, il était toujours handicapé par des... Mais c'est l'époque où il mangeait n'importe quoi, il faisait la fête, il faisait n'importe quoi. C'est un autre homme, c'est un autre homme. Il est quand même de la région parisienne. Quand je l'ai vu arriver au Paris Saint-Germain, j'étais inquiet. Je me suis dit... je pense que tout le monde l'était, Manu. Je pense que tout le monde l'était inquiet. Regarde le gars, quoi. Alors, il y a un joueur dont on a assez peu parlé depuis le début de l'after, c'est avec Kvaratskhelia. Comment est-ce que vous jugez son match Moi, j'ai trouvé... Première mi-temps très bien, et après il s'est un peu éteint au fur et à mesure. Il a le pied d'affaire avant la prolongue, il en a une en toute fin de match. Il a beaucoup défendu, il fait... Alors c'est vrai qu'on n'attend pas forcément ça de lui, mais il y a un sauvetage réel et très important sur sa ligne. À l'heure de jeu sur... Moi, ce joueur, je le trouve précieux. Il fait peut-être pas partie des tout meilleurs ce soir, mais je le trouve extrêmement précieux. Pour moi, il fait partie de la bande, il est bon. C'est pas un ailier gauche pour moi, c'est pas un joueur de couloir. Ah, il a tout le temps joué là, mais non, tu veux pas. Non, justement. Tu le veux au milieu, toi. C'est pareil, il a toujours joué sur le côté. Oui, avec la Géorgie, il le fait jouer axial. Pour moi, il a les qualités pour jouer un mec dans l'axe. Il a la vision. Mais l'axe quoi, genre en 10, en milieu ou quoi? Il a les feintes, ou en la avant-centre. percussion pour aller déborder un. Ah bah il percute beaucoup quand même. Oui, je suis d'accord. Parce que il percute plus en diagonale vers la surface que percuter. Je le trouve plus intéressant dans le cœur du jeu que sur le côté. C'est mon avis. Après, et quoi, tu le mettrais dans le milieu à 3 comme Barcola, je suis désolé, je l'ai même dit à l'antenne à maintes reprises. Comment tu peux avoir cette capacité de percussion et de dribble et de jamais vouloir les provoquer balle au pied? Trent Alexander-Arnold, qui est un des plus mauvais défenseurs de Première Ligue. Et parce que je pense que Barcola, c'est pas son jeu. Barcola, son jeu, c'est s'il a de l'espace, il va passer en accélération. Il passe rarement. Il a pas une technique fantastique. Il est pas bon défensivement, Trent Alexander-Arnold. Ok, d'accord, tu me dis ça, il fallait lui dire à lui. Ça veut dire quoi? Lucien Riquet lui a pas dit d'aller le provoquer? Je pense qu'il a du mal. Il a du mal à passer en dribble en 1 contre 1. Il est mieux quand il est lancé, quand il a l'espace. C'est là qu'il est bon, Barcola. Et de toute façon, moi, je maintiens que Doué est devant lui maintenant. Essaye Kvaratskhelia au milieu de terrain. Au moins une. Sur quelques à la place tu mettrais Vitinha, Neves et Kvaratskhelia en 10, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est offensif. Et franchement, rappelez-vous, le milieu de terrain du Barça, c'était pas des monstres physiques. Ah si, et pourtant, ça avait Busquets. T'avais Busquets au milieu. Oui, mais non seulement ils tenaient la route physiquement, ils l'ont encore démontré ce soir, mais en plus, quand ils avaient le ballon pour aller leur prendre, vas-y, faut toujours t'accrocher. Un mot des entrants là, parce que alors Doué, on est bluffé par cette espèce d'impertinence en quelque sorte. Il arrive, il a pas peur, il arrive sur un pas à faire des tirs. Il a vraiment beaucoup de culot. Et avoir du culot dans le foot, soit ça te transforme, c'est le culot con, soit c'est le culot intelligent. Je me souviens très bien, j'en ai parlé 1000 fois, j'avais été très sévère après Espali, où il avait fait preuve d'une arrogance folle, mais j'avais pas été tendre avec lui ce soir-là. C'est la seule fois où je l'ai pas vu bon depuis qu'il est là. Ce gars-là veut apprendre, il veut progresser, il veut être bon et il est bon.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, je ne les connaissais pas la semaine dernière, des personnes qui sont dans son entourage lors d'un événement. Et on a parlé de lui pendant pas mal de minutes. Et ils m'ont dit que c'était un garçon vraiment humble, intelligent, qui était à l'écoute et surtout qui était très professionnel et qui était désireux justement de réussir. Donc, c'est pour ça que quand je vois les progrès qu'il faut au Paris Saint-Germain, c'est pas étonnant. Je pense qu'il a un entourage aussi qui tient la route. Luis Enrique derrière lui, hein. À chaque fois dans la gestion des matchs, il le sort, à l'heure de jeu, il veut le préserver. Là, il y a un moment où il fait pas un repli défensif, il fait faute derrière, il se fait allumer tout de suite. Tu sens que Luis Enrique, il est à fond derrière lui pour ses le parents faire également, d'après ce qu'on m'a dit. C'est ce que doit faire tout coach qui est ambitieux pour son équipe et ses joueurs. Hein. On en a vu tellement des joueurs qui étaient bons dans des clubs comme Rennes, comme ça, et puis dès que tu les mets dans un grand club avec une grosse exigence, ils n'y arrivent pas. On dit c'est pas la même vie, hein, c'est pas le même monde. Hein. Lui, il a grandi son monde. Et de l'intérêt aussi d'avoir un vestiaire, quand on met en avant Luis Enrique, c'est qu'il a peut-être un vestiaire aussi plus gérable que ses prédécesseurs. C'est ce que j'allais dire. Et tu vois, ça te permet c'est certain. Et on le laisse travailler tranquillement. Voilà, on lui met pas sans arrêt des mines, il faut que ça se passe comme ça. Merci de le dire, parce que quand je disais ça, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Quand tu regardes, évidemment qu'on lui a construit un bon vestiaire. En dehors de ce qu'elle démontre sur le terrain, il le voulait lui. C'est en termes l'image qu'elle dégage aussi. Moi, je vous le dis, les gars, moi, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, hein, mais ce soir, je supporte le PSG parce que c'est une équipe française et je veux que les équipes françaises gagnent. D'ailleurs, quand je commentais les matchs, des fois, je partais en vrille à cause de ça. Rarement. Un petit peu, quand même. mais moi, c'est pour ça. À l'image de Luis Enrique, quand je regarde ces joueurs, il n'y a pas de petits cons, en fait. T'as envie de les aimer. C'est vrai. Ils t'envoient des. Non c'est une équipe attachante. En façon de jouer, en termes d'équipe et tout. Ils sont tous là, solidaires, unis ensemble, mais même, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas je me la pète ou quoi que ce soit. Et ça me donne envie de les aimer, quoi, tu vois. Manu, oui, Jimmy, dernier mot. Juste Manu parlait de Lucas Hernandez il y a quelques minutes, c'est Pierrot Dorian qui me le signale. La question va être maintenant de savoir sur le quart de finale aller, Marquinhos est suspendu. Qui de Lucas Hernandez ou Beraldo accompagnera Pacho en charge centrale? Kimpembe aussi. Kimpembe, je pense qu'il est dans le wagon 3e classe là. Ouais, il part depuis. Ça n'existe plus la 3e classe, mais il n'y a pas que ça existait. C'est quand la dernière fois qu'il a joué 5-0 au Mans. Lucas Ouais. Non, Lucas, il a rejoué honnêtement, vu la tendance actuelle, c'est plutôt que ce soit Beraldo. Oui. Ça va faire une charnière à deux gauchers. Donc ça veut dire que sur les prochains matchs de championnat, il va falloir également le mettre un peu, Beraldo. Tu parlais de Luis Campos, Pacho, là on voit quand même ce soir que confirmation que le type, c'est du lourd quand même. Il a été costaud. L'avantage du PSG, c'est d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir faire des erreurs. Il y en a eu des erreurs de recrutement, mais il y a eu également des très bonnes choses faites par Luis Campos, Neves, Vitinha, Pacho. Tu as 3 joueurs et Guevara aussi. Tu as quand même 4 joueurs qui sont extrêmement importants. Doué, ça fait 5. Donc voilà, non mais je trouve que ce gars se fait quand même vraiment beaucoup taper dessus et aujourd'hui le club veut pas forcément le prolonger. C'est 50 millions après tous ces joueurs là, c'est 50 millions. Ça, il y a pas de problème, hein, ça. Oui, mais quand t'as l'argent, c'est bien sûr. Encore faut-il bien le dépenser. Est-ce qu'ils sont capables de les garder? Ça, c'est la question aussi. Tu pars pas du PSG. Jamais personne ne part du PSG. C'est la plus grosse masse salariale d'Europe, quand même. Non, mais je suis d'accord, mais je parle. Mais non, mais après, il n'y a pas que la question d'argent. On l'a vu avec le départ de Mbappé qui est parti au Real Madrid. Quand je vois Manu. Mais non, mais oui, d'accord. Ah oui, mais bon, il est parti à la fin de son contrat. Ils l'ont pas vendu. Non, mais je suis d'accord. Souvent, l'un des critères de réussite. En 2025, il est parti avant. Les chiffres montrent que les critères de réussite, plus que la taille du budget, c'est la taille de la masse salariale. Ils cherchent notamment à reconstruire leur milieu de terrain depuis Modric et depuis Kroos. Ah oui, non, mais oui. Manu, on va te laisser. Ouais. Et on te retrouve ça m'embête parce que je suis là depuis 14h. Donc tout à l'heure, c'était 17h. Mais qu'est-ce que t'as foutu en venant à 14h? Dans 5 minutes, tu vas nous dire qu'il était là à 11h. Qu'est-ce que t'as fait à 14h en venant là, pardon? T'as installé les tables ici, les chaises? J'ai fait comme Roland Courbis. J'arrive, j'ai installé un matelas. Ah, tu t'es mis à la rédac et t'as glandé. J'ai installé un matelas. J'ai suivi le conseil d'Elon Musk. Pour être plus performant, il faut dormir sur son lit de travail. Ah, je crois que t'avais acheté une Tesla. Manu, suis mon conseil. Je crois qu'il avait commandé une Tesla. Je suis fatigué là parce que là, je commence à dire des conneries, donc je pars. Attends, ça veut dire qu'on va passer les 3 clubs français. Ah, possible. On va faire le grand paradoxe de l'année où le foot français est à la dérive complète en termes de dirigeants. On va passer 3 clubs en quart. L'année où ils changent les formats des compétitions et d'un seul coup, ça nous sourit.